Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela. Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela. Mitema ndoki bakoti songi oye bakaboli Congo babosani Afrika oye. Congolais, Congolaises, y'a les landais entend, y'a les candidats. Et va. Pangote jali nezela mitema ndoki bakoti songi oye bakaboli Congo babosani Afrika oye. Congolais, Congolaises, y'a les landais entend, y'a les candidats. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'écouter cette édition de l'émission spéciale Diaspora de la radio Congo Vision qui émet à partir de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. L'émission de ce dimanche 26 juin 2011 sera consacrée à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la deuxième édition de l'ESSU, l'enseignement supérieur et universitaire, Expo 2011 s'est tenue à Kinshasa ces mois de juin. Plusieurs résolutions ont été retenues pour améliorer l'enseignement supérieur et universitaire au Congo-Kinshasa, notamment l'octroi d'un statut spécial pour le professeur de l'enseignement supérieur et universitaire, l'augmentation des effectifs du corps enseignant, l'amélioration de la situation sociale de l'enseignant, la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouvelles infrastructures, l'adoption du processus licence, maîtrise, doctorat. Et rappelons que l'ESSU Expo est un forum scientifique qui permet aux professionnels de l'enseignement supérieur et universitaire de réfléchir sur les stratégies pouvant aider à améliorer l'enseignement supérieur et universitaire au Congo. Le thème de notre entretien de ce dimanche, c'est l'évaluation de résolution de l'ESSU Expo 2011. Nous allons notamment débattre la question de savoir si ces mesures sont suffisantes pour améliorer la qualité de l'enseignement au Congo. Pour débattre de cette question et tant d'autres, Congo Vision a fait appel à 3 professionnels de l'enseignement. Il s'agit du docteur Lombe Mwembo, du docteur Joseph Motwali et de monsieur Faustin Ntala. Une petite présentation de nos invités. Docteur Joseph Motwali est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le roman L'impère de la nation que je vous convie de lire absolument. Il est, Dr Motwali, donc, est présentement professeur de français et de littérature française à Hamilton College à New York. Dr Mwembo est un habitué de l'émission spéciale Diaspora de Congo Vision qu'on ne présente presque plus. C'est donc un spécialiste de l'éducation. Last but not least, Monsieur Faustin Ntala est président et fondateur d'une ONG dénommée Waza Alliance for Quality Education. Cette ONG est présentement très active dans la province du Katanga. Monsieur Faustin donc est également enseignant aux États-Unis où il est en train de parfaire ses études de maîtrise en leadership et études de politique de l'éducation. À mes invités, donc je dis bonjour. 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 Alors, je vais commencer par Dr Motwali. J'aimerais savoir, Dr Motwali, pourquoi vous avez choisi d'être enseignant. Apparemment, notre beau métier ne paye pas bien. Oui, c'est vrai, ça ne paye pas.
Mais disons que c'est pour moi une vocation. Je fais que ça toute ma vie. Alors on s'approche de la retraite bientôt, bon ben ça doit être une vocation. Et vous le faites depuis quand? Je le fais depuis 76. Donc ça fait quand même longtemps que j'enseigne. Docteur Mwembo, pourquoi vous avez choisi l'enseignement? Alors, bonjour mon frère, d'abord merci de votre intérêt pour l'éducation qui est la clé de développement dans notre pays. Merci pour les soucis que vous avez de voir notre pays vraiment aller de l'avant. Alors pour répondre à la question, c'est depuis que j'étais un enfant, je voulais toujours enseigner aux autres les bonnes manières ou les choses nouvelles que j'avais apprises. Mais devenu grand, quand j'ai terminé l'école primaire, j'ai choisi d'être un enseignant qualifié parce que j'aime donner, j'aime partager, j'aime grandir et mûrir. Et cela, je voudrais partager avec les autres. Et je sais qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et plus je donne, plus j'ai la joie et plus je continue à donner. Ainsi, j'aime vraiment notre beau métier. Alors, Monsieur Tala, vous êtes dans ces métiers depuis plusieurs années et vous avez une ONG qui est vraiment très active à Lubumbashi, dans les Katanga. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement et parlez-nous un peu de ce que vous faites au Katanga. Merci mon frère Sylvestre Goma pour la question et pour l'invitation à cette émission. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et avec les autres invités que je commence à connaître. D'abord, je suis fils d'une enseignante. Ma mère fut enseignante à la Gécamine pendant plusieurs années. Et je crois que j'ai eu mon inspiration à partir de mes observations de ce qu'elle faisait. Et j'admirais beaucoup les gens de notre communauté à la Gécamine, l'estime qu'on lui donnait et l'impact qu'elle avait sur les enfants qui devenaient des personnes utiles dans la société. Je pense que du métier de mon père, qui fut un ajusteur, un mécanicien à la Gécamine, et le métier de ma mère, je me suis beaucoup penché vers le métier de ma mère. Et j'aime travailler beaucoup avec l'être humain, les enfants, parce que je vois l'impact que nous pouvons avoir sur eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du pouvoir de transformation qu'un enseignant peut avoir sur une âme, sur un être humain. Nous avons énormément de pouvoir et nous devons utiliser ce pouvoir pour le bien-être de la société humaine. Et j'ai vu au fil de mes 22 ans d'enseignement ce que j'ai eu comme impact sur les élèves, les enfants qui furent mes élèves. Et je sais que s'il y a un salaire, vous avez parlé tout à l'heure que la rémunération des enseignants était médiocre, mais si vraiment il y a un salaire que je commence à obtenir après 22 ans, c'est de voir, d'obtenir des emails, des coups de fil, des avocats, des médecins et des enseignants pour me dire merci pour tout ce que j'ai pu faire pour eux, pour ceux qui sont devenus. Voilà, ce jour-là, quand j'obtiens ce genre de email, je me sens gratifié. Voilà pourquoi je suis enseignant et voilà pourquoi je continue à avoir de l'énergie pour travailler pour la société humaine. Parlant de notre organisation, nous sommes une organisation non gouvernementale de droit américain. Nous avons été enregistrés ici aux États-Unis, mais notre terrain d'opération se trouve au Congo, en République démocratique du Congo. Et précisément, nous avons commencé à travailler avec les enseignants et les administratifs et les enfants au niveau de la ville de Lubumbashi et de Kolwezi. Mais nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous avons déjà activé 2 programmes. Le premier, c'est celui de renforcement des capacités des enseignants et administratifs du primaire et du secondaire.
Le deuxième programme, c'est celui de la scolarisation des élèves. Dans 3 ans, nous avons touché plus de 450 enseignants qui sont venus dans nos séminaires. Et quand vous connaissez le nombre qu'il y a dans une classe congolaise, c'est à peu près 70 à 100 élèves, vous pouvez vous imaginer quel impact ces enseignants peuvent avoir sur leurs élèves. Si nous allons d'ailleurs en parler, Monsieur Ntala. Nous allons continuer à parler de certains problèmes qui préoccupent les enseignants, qui sont des agents de transformation et de changement de notre société. Docteur Mwembo, vous venez d'écrire un article intéressant intitulé « La réforme de l'enseignement supérieur au Congo, par où commencer ?» Le gouvernement vient de commencer quelque part, avec l'organisation de l'ESSU Expo 2011. Le gouvernement vient également de donner des dons de véhicules à quelques professeurs d'université. Et est-ce que c'est par là qu'il faut commencer, docteur Mwembo? D'abord, dans chaque chose, il y a toujours de négatifs et de positifs. Toutes ces actions sont positives dans la mesure où il y a des bénéfices ou d'intérêts pour les bénéficiaires. Mais si on voit le problème globalement et la situation de l'éducation telle qu'elle se présente dans notre pays aujourd'hui, je pense qu'on a le droit de dire qu'il y a beaucoup de points négatifs dans le point que vous venez d'énumérer et d'autres qui sont dans l'article qui a été présenté. Parce que vous savez, l'éducation c'est comme un édifice, comme un bâtiment, comme une construction dont la fondation, le mur et la toiture forment un tout. Alors quand on parle séparément par exemple de l'éducation dans l'enseignement supérieur ou secondaire ou primaire, c'est bien, c'est pour l'efficacité simplement, mais cela forme une seule chose. Alors, quand ils ont pris cette mesure, d'abord je me demande, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été entreprises? Est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été entreprises pour dire que voilà ce qui a été fait, par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, et voilà ce qu'il y a de bon à retenir, et voilà ce qu'il y a à corriger comme faiblesse? Ou bien ils se sont seulement réveillés un bon matin avec une humeur de joie et on commence à prendre les mesures. Donc c'est ça que j'appelle le feu de paille. Ça monte très haut, ça fait du bruit, mais après quelques jours, il n'y a plus rien. Alors, ce que je voudrais dire en synthèse de tout ce que je viens de dire, c'est toute réforme est positive dans la mesure où elle profite la situation ou la population congolaise. Parce qu'une réforme n'est pas un but en soi. Une réforme, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. Il ne suffit pas de chanter réforme tant que la solution qu'on propose empire même la situation. Vous savez, il y a les gens qui parlent de cette fameuse fable de La Fontaine où on parle faire la mouche du coche, c'est-à-dire énerver les gens. Les gens sont énervés par le fait qu'on se présente comme indispensable, mais en fait, on n'a rien fait. Alors, je pense que si on veut faire une réforme fructueuse dans notre pays, il faut regrouper toutes les têtes pensantes de notre nation et voir du continent africain et les amis d'autres pays pour nous aider à faire une réforme digne de soi. Sinon, prendre une petite mesure aujourd'hui, une autre petite mesure là-bas ressemble à mettre du vin nouveau dans des vieilles calebasses et vous voyez, tout le monde connaît la conséquence, la calebasse va éclater. C'est ça qu'on est en train de faire. Docteur Motoali, par où commencer pour réformer l'enseignement supérieur et universitaire au Congo? En chassant les guides qui sont perdus. Et je ne voulais pas faire une blague, nous sommes dans un pays. Imaginez, vous êtes derrière un guide qui s'est présenté, qui a pris en charge de vous guider, et puis tout d'un coup s'arrête, il est perdu et vous demande ce qu'il faut faire. Voilà.
pour moi, la question n'est pas seulement du point de vue de l'éducation, il faut la mettre dans le cadre général de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Nous avons des apprentis sorciers en charge et quand la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme? La grande question que moi j'ai, c'est quel plan aviez-vous quand vous vous êtes fait élire? Et nous avons élu des gens au gouvernement, un président qu'on n'avait pas entendu, qui n'avait pas pris part au débat. On ne savait pas ce qu'il avait comme plan. Les chantiers sont venus après les élections. Et tout d'un coup, maintenant, on pense à réformer l'éducation, à augmenter les salaires des gens, donner quelques voitures aux enseignants, etc., à quelques mois des élections. Écoutez, il ne faut pas endormir les gens, nous voyons le jeu. Donc, voilà. Pour moi, donc, il faut commencer par changer le gouvernement, changer la situation politique, et le reste va venir. Et qu'est-ce que vous reprochez au ministre Machako qui, depuis qu'il est là, entreprend une série de réformes, docteur Montoli? De jouer le jeu du gouvernement. Puisque le problème, nous allons, dans les détails des autres questions que vous avez, donner d'autres réponses. Mais ce que j'ai dit, c'est que je ne vois rien de concret qui se fait. L'éducation, nous savons ce que les enseignants endurent, nous savons ce que les étudiants endurent, et on a parlé des classes surpeuplées, tout ça, et puis tout d'un coup, vers la fin de leur mandat, il fait des petites mesures comme M. Mwambo vient de le dire, c'est des mesures de feu de paille, et en fait, qui ne changent pas grand-chose à l'état catastrophique et généralisé qui prévaut dans le pays. Alors, je vous demande de vous confronter, d'engager un dialogue entre vous. Monsieur Ntala, en ce qui vous concerne, comment voyez-vous les réformes entreprises jusque-là? Est-ce que le gouvernement est sur la bonne voie? Il me semble que le gouvernement cherche à faire une réforme structurelle. Mais vous savez que d'habitude, dans notre pays, on est plus réactionnaire et on réagit par rapport à tout ce qui est conjoncturel. Mais il me semble qu'ils veulent faire quelque chose de profond, de structurel pour harmoniser les diplômes congolais par rapport aux diplômes des autres pays, particulièrement les diplômes des pays de l'Union européenne. Et cela évitera justement, s'ils le font bien, des difficultés administratives dans lesquelles la plupart de nos compatriotes se retrouvent lorsqu'ils sont inscrits dans des universités occidentales. Moi, je me rappelle, j'ai eu la même difficulté quand je suis venu ici aux États-Unis. Notre diplôme des instituts supérieurs pédagogiques de graduat était difficilement classifiable. Et ça m'a coûté personnellement 4 ans et beaucoup d'argent personnellement. Alors, cette harmonisation des diplômes universitaires ne résoudra pas nécessairement un problème fondamental. C'est celui de la qualité de ces diplômes-là. Même si aujourd'hui ils sont alignés au même titre que les diplômes dans le monde occidental, ça ne résout pas nécessairement la qualité de ces diplômes que l'enseignement supérieur universitaire congolais va octroyer à ses lauréats. Ce qu'il faut, cette qualité en fait des diplômes dépendra de l'assainissement des conditions d'apprentissage et de l'enseignement. Mes collègues viennent de le dire tout à l'heure, que ce sont ces conditions-là, ce sont ces questions-là qui doivent être traitées. Le surpeuplement des étudiants et la mauvaise, disons, le manque de professionnalisme de la part des enseignants. Une autre question fondamentale, c'est aussi qu'il faut se poser, c'est que est-ce que les SU pourraient, à l'issue de cette réforme, garantir de donner un avantage comparatif à l'étudiant congolais par rapport à ses pairs au niveau mondial? Est-ce que si vous avez cette licence-là que vous allez obtenir, on vous met avec un Japonais dans la même salle,
on vous demande de prester, est-ce que vous allez avoir un avantage comparatif? Autre point négatif, c'est que la réforme est basée sur des initiatives et des intérêts extérieurs. Je ne crois pas que cette réforme va servir les intérêts et les initiatives congolais. Là, je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est qu'il faut avoir un programme ou un plan qui justifie comment nous voulons faire cette réforme et où nous voulons amener notre enseignement universitaire, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, et avoir un gouvernement qui puisse suivre ce plan cadre, quel que soit celui qui est au pouvoir, mais on suit ce plan cadre de réformes qui pourrait nous permettre de nous donner l'outil de développement pour le pays. Et si la réforme ne peut pas répondre à ces questions fondamentales, elle ne sera qu'une réforme de trop. Nous avons tous d'ailleurs connu ces problèmes de diplôme venus du pays. On a eu des problèmes pour être accepté ici. Moi, ma licence n'avait pas été acceptée dans une université dans le Vermont. Docteur Moatoali, vous avez parlé de la qualité de l'enseignement dispensé dans nos universités. Cette qualité est loin d'être parfaite. Comment voyez-vous qu'on peut améliorer cette qualité de l'enseignement? Le Premier ministre a parlé de la libéralisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est là la solution? Alors, il faut d'abord tout de suite que je revienne sur cette question de nomenclature. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, le Congo, le Zaïre était en fait en avance sur l'Europe. Nous avions le graduat de 3 ans, une licence de 2 ans, et puis on pouvait aller au doctorat en passant peut-être par une préparation. Mais l'Europe, en faisant 3 ans de licence, 2 ans après la maîtrise, ensuite le doctorat, vous voyez que nous étions en avance. C'est en fait que ce n'est pas une réforme. C'est question de se réaligner avec les autres pour faciliter les choses. Il n'y a rien de mal à ça. Mais en fait, nous l'avons eu avant. Qu'aujourd'hui, ça s'appelle licence, master. En fait, même en France, le mot, ce n'est pas maîtrise. C'est licence, master et doctorat. Bon, qu'on le fasse comme ça, moi, je n'ai rien contre. Ce que je critiquais, c'était plutôt... c'est ce qu'on appelle réforme en dernière minute, sans qu'on nous ait donné jamais un plan à l'avance. On ne savait pas ce qu'il voulait faire. Bon, pour revenir à votre question, la question de libéralisation est une des graves choses que les ressortissants ou la diaspora qui rentre au pays fait, c'est de vouloir copier aveuglement des choses qui se passent ailleurs. Libéralisation privatisée, c'est très très bien. Mais quand on privatise une université, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça va fonctionner. D'ailleurs, c'est dit dans leurs documents, que ça fonctionne comme une entreprise. Effectivement, aux États-Unis, c'est ça. Là où, à l'université où j'enseigne, un étudiant doit payer 55 000 par an. Donc, pour passer 4 ans ici, multiplié par 4. Dans un Congo où le chômage est généralisé, où viendra cet argent pour que ces étudiants payent ça? Alors, c'est bien de privatiser, mais il faut penser, en fait, le système ici, il a été privatisé comme ça, puisqu'il y a des mécanismes. On peut emprunter de l'argent du gouvernement pour aller étudier. Malgré ça, l'État, il y a toujours des universités d'État qui existent. Donc, imiter, c'est bon, mais il faut penser plus loin comment ça va fonctionner. À part ça, il y a aussi l'idée que le système lui-même des États-Unis est en train d'être questionné et remis en question. Les gens terminent leurs études ici avec des dettes impossibles à payer, qui vont payer toute la vie. Alors, aller copier ça, il faut bien voir les conséquences de ça. Là où je suis d'accord, c'est plutôt que, bon, il faut décentraliser la gestion. Ça, au moins, il y a un sens à ça. On décentralise de manière à ce que ce ne soit pas la gestion de l'université soit faite par le ministre. Si elle est faite à l'université même et qu'il y a un mécanisme de contrôle, là je comprends. Mais privatiser ne résout pas la question.
Est-ce que je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait des universités privées? Mais pas du tout. Dans un système démocratique, c'est tout à fait acceptable que chacun fasse son université s'il a de l'argent. Mais le gouvernement ne peut pas démissionner. Le gouvernement doit savoir qu'il doit y avoir des universités d'État pour que les enfants des moins nantis puissent étudier dans de bonnes conditions. Mais, Monsieur Ntala, le gouvernement vient de proposer ce système de LMD, donc la licence, la maîtrise et les doctorats. C'est un système qui existe dans plusieurs pays, en Europe par exemple, comme ici en Amérique. Et selon ces systèmes, le cycle de licence dure 3 ans. Ici, ça peut durer un peu plus. La maîtrise, c'est 2 ans et les doctorats, c'est 3 ans, ce qui réduit les années du cursus à 8 ans. Chez nous, au Congo, on passe... le Congo consacre 5 ans pour la licence, 4 ans dans certaines... 3 ans d'ailleurs, non, 5 ans au total, 3 ans des graduats et puis 2 ans de licence, et 2 ans pour la maîtrise et au moins 3 ans pour les doctorats, là où il y a les doctorats, donc c'est presque 10 ans. Est-ce que vous ne voyez pas que les changements ici, c'est un changement qui peut porter quelques aspects positifs, ou que tout est négatif là, surtout quand on tient compte des états de nos universités, manque d'infrastructures, manque de librairies, manque de documentation. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut organiser la maîtrise et les doctorats? Monsieur Ntala. Oui, vous voyez, pour moi, ce n'est pas une question de définir chronologiquement tous les 3 cycles. On peut choisir de passer 2 ans de graduat, on peut faire 3 ans, on peut faire 4 ans de licence. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la qualité de l'enseignement qui sera donné dans n'importe quel cycle. Moi, je constate, par exemple, dans mon expérience, que nous avons, quand je suis venu ici aux États-Unis, j'ai vu le débit du travail qu'on donne à un étudiant qui est freshman. La quantité de lecture qu'il doit faire, les recherches qu'il doit faire déjà au niveau de premier graduat. Ce n'est pas ce que moi j'avais lorsque j'étais au Congo. Donc, vous voyez, il faut regarder beaucoup plus comment ce temps-là sera passé dans la classe pour permettre à l'étudiant d'apprendre ce qu'il doit apprendre. Et à l'issue de ce cycle ou de ces 3 cycles, je repose encore la question, quel sera l'avantage comparatif du produit que le système éducatif congolais va mettre sur le marché par rapport aux Japonais, par rapport aux Français? Ce n'est pas vraiment le cycle sur le plan chronologique, le temps qu'on va passer dans chaque cycle qui compte pour moi. C'est ce que nous allons faire pendant, comment on va définir les branches et le débit du travail qu'on donne à nos étudiants. Je crois que chez nous, on peut passer 5 ans de licence, mais quand vous prenez ce licencié en économie, vous le mettez avec un licencié en économie français, vous allez voir que le contenu de la matière qu'ils ont eue, c'est pas la même chose. Donc c'est ce qui me préoccupe en fait. Alors, docteur Mwembo, il y a quelques éléments positifs et beaucoup d'éléments négatifs dans ces réformes, notamment les LMD, les systèmes licence, maîtrise, doctorat. Qu'est-ce que vous voyez comme menace à ces systèmes et quelles opportunités offrent-ils? Comme j'ai déjà dit dans les autres émissions, je voudrais me répéter parce que c'est important. J'ai toujours dit que notre système éducatif au Congo est à refaire. Est à refaire parce que c'est une maison écroulée. On ne peut pas essayer de mettre de petits morceaux là-bas et ici, comme j'ai toujours répété, il faut refaire. Et puis, je voudrais parler de mots qui reviennent plusieurs fois dans notre conversation et surtout dans l'article qui a été donné à cet effet. C'est la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un point très important. Quand j'ai lu l'article, ce mot est revenu plusieurs fois, mais d'après ma compréhension, pour eux, la qualité de l'enseignement, c'est plutôt les aspects quantitatifs.
Quand il y a par exemple un professeur pour 15 élèves, pour eux c'est la qualité de l'enseignement. Quand il y a les bibliothèques ou le nombre d'universités construites ou réparées, pour eux c'est la qualité de l'enseignement. Pour moi ce n'est pas cela. Moi, mon point de vue est basé sur les autres experts avec qui je suis d'accord. Par exemple le professeur Kizerbo. Par exemple, le très respecté M. l'abbé Ekwa, congolais. Par exemple, le Brésilien Paulo Freire. Tout ce monde parle de la qualité de l'enseignement selon le contenu et non pas selon la quantité. Parce que, par exemple, Paulo Freire enseignait l'alphabétisation sous un arbre et il avait produit des réalisations gigantesques. Si aujourd'hui on parle du Brésil comme un pays qui émerge, je crois pour ma part que l'éducateur Paulo Freire en a pour beaucoup pour contribuer sur la base. Alors, M. l'abbé Ekwa parle vraiment le même langage que moi parce qu'il dit qu'il faut intégrer les valeurs culturelles, les valeurs linguistiques, les valeurs traditionnelles dans l'enseignement. C'est ça qu'il entend par la qualité de l'enseignement. Quand on apprend en français, quand on apprend en anglais, pour les Congolais, ce n'est pas encore la qualité de l'enseignement. C'est très bien cet aspect international. Ah, voilà, c'est un grand problème, un grand morceau. Je vais y arriver, donnez-moi une minute. Alors, si on apprend toutes ces langues, c'est très bien parce que nous avons une vocation nationale et internationale. Un frère a parlé très bien sur ce point. L'intérêt est plutôt versé vers l'extérieur. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'enseignement, tout, même la religion. Demandez-vous, toutes les capitales des religions soi-disant chrétiennes se trouvent où? En Occident. Pourquoi cela? Il y a des raisons. Par exemple, le professeur Annie Marimba, vous pouvez vérifier ce qu'il a dit. Il a analysé tout ce qui se passe dans le pays africain. Il a fait pour l'intérêt des autres et non pas pour nous-mêmes. Un autre économiste ghanéen, il dit les Congolais ou les Africains produisent ce qu'ils ne consomment pas et vice-versa. Cela veut dire que dans notre système d'enseignement, on doit d'abord produire les gens qui sont utiles à eux-mêmes, utiles à la nation, utiles à l'Afrique et utiles au monde. Voilà l'échelle des valeurs. Pour moi, c'est ça la qualité. Pour le moment, notre système d'éducation, comme je l'ai dit dans l'article, c'est un visa. On prépare les gens à sortir. Je voudrais sortir. Aujourd'hui, les ambassades étrangères, c'est les lignes et des lignes de queue de gens qui veulent sortir parce qu'ils s'appuient sur leur petit diplôme dans les épaules et ils disent quand je pars là-bas, je serai bien. Mais alors, entre-temps, les autres viennent investir chez nous et les Congolais qui ont leur graduat, leur diplôme de maîtrise, voire doctorat, ils vont s'engager là-bas comme sentinelles pour être payés $50 par mois. Tout cela parce que l'enseignement ne prépare pas les gens à prendre dans leurs propres mains leur avenir. On prépare les gens pour être des subalternes. C'est ça la qualité, c'est ça la réforme, c'est ça par là où il faut commencer, analyser l'utilité, la praticabilité de l'enseignement. Tout ce qu'on est en train de faire, vraiment c'est comme une maison qui s'écroule, on met là-bas une bonne peinture, on met le vernis aux portes, et à l'intérieur c'est rongé de fourmis, c'est rongé de termites, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense qu'on doit prendre le problème à fond. Je le parle avec émotion parce que le pays est déjà écroulé. C'est un bâtiment rongé par les fourmis et les termites où il faut tout détruire et recommencer en pensant la langue, par exemple, comme vous avez dit. On peut retenir le français. C'est notre langue d'héritage culturel. On ne peut plus dire que c'est une langue de français, c'est notre langue. Mais si on veut l'avoir comme notre langue et non pas une langue de répression, pour le moment, ceux qui parlent français ou qui ont un diplôme pensent qu'ils sont supérieurs aux autres Congolais. Toutes ces choses-là, je pense, comme j'ai dit, une équipe bien organisée, une équipe de gens de toutes les disciplines peut s'asseoir et donner les fonds de notre enseignement qu'on peut appeler qualité de l'enseignement. D'ailleurs, j'ai insisté dans cet article que vous avez mentionné, l'université, c'est l'univers. L'univers congolais n'est pas l'univers français, l'univers congolais n'est pas l'univers japonais. D'abord, on connaît son univers. Connais-toi toi-même et à la fin, tu connaîtras les autres. On ne se connaît même pas. Pourquoi vouloir faire tout ce bruit? Ça, notre frère a dit, on distrait les gens, on passe le temps et nos enfants vont ramper pour avoir le pain chez nous. Parce que ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Brésiliens qui viendront, mais qui n'ont même pas de licence, qui vont créer les emplois, qui vont créer toutes les structures et nous, on va s'aligner pour être interviewés. Mais vous voyez, c'est ça l'enseignement. On est en train de biaiser les choses et on regarde et on regarde.
Mais pour que ça marche, il faut des budgets conséquents. J'ai quand même observé qu'en 1975, le budget du Congo consacré à l'éducation, à l'enseignement, c'était 21,9%. Et comment améliorer l'enseignement supérieur et universitaire avec ce genre de budget? Apparemment, l'enseignement n'est pas une priorité nationale au Congo. Je ne sais pas si Dr Motwali est encore là. En fait, je venais de revenir, j'ai manqué probablement une bonne partie de la conversation. Bon, je ne sais pas, ça m'a bouté dehors tout à l'heure. Okay. Mais je reviens. Alors, vous parlez du budget. Oui, le budget. Quand j'ai été bouté dehors, j'entendais le docteur Mwembo parler du système qui est à refaire. Laissez-moi reprendre par là pour en fait souscrire à ce qu'il dit. Malheureusement, la conversation en ce moment porte sur l'enseignement supérieur. En fait, il faut repartir de la base. On a eu jusqu'aux religions, jusqu'aux valeurs qui ont été détruites, je suis tout à fait d'accord. Mais quant à ce qui arrive aujourd'hui au niveau universitaire, pensons un peu, allons en arrière pour voir ce qui se passait, Monsieur Talla. À partir des années 70, un étudiant qui sortait de l'université Louvanium, c'était quelqu'un de très bien formé. Alors l'université a commencé à se dégrader à partir des années 80, vers la fin des années 70. La question est qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Et effectivement, encore une fois, ce qui vient de l'extérieur est bon, mais en fait, comment ça s'adapte? Et là, encore une fois, Mwembo a raison. Hein? Je faisais un cours à une université au Cameroun où l'étudiant, je lui montrais justement comment est-ce qu'on peut aller à l'étranger, non pas comme un seau à eau qu'on va remplir, mais comme un digéreur. C'est ça la différence. On va à l'extérieur pour apprendre, digérer exactement comme le corps le fait, et prendre ce qu'il faut et laisser ce qui n'est pas nécessaire. L'étudiant de conclure en me disant, mais tiens, je comprends un peu, c'est un peu comme les Chinois disent, donnez-moi un poisson, je vais manger un jour, apprenez-moi à pêcher. On connaît le proverbe. Et moi, je lui ai dit, c'est très bien ce que vous venez de dire là, mais encore une fois, il faut fignoler ces proverbes. Vous allez apprendre comment pêcher les baleines et les gros poissons de mer en Chine, c'est très bon, mais quand vous rentrez chez vous au village dans des petites rivières, eh bien, toutes ces méthodes-là ne vont pas marcher. Si mais docteur Motwali, laissez-moi quand même faire l'avocat du diable. Vers les années 80, on dit que l'enseignement a commencé à baisser et que tout ce qui est venu après, c'était pas du bien, c'était pas du bon, c'était pas du fignolé. Mais nous, on a étudié vers les années, moi j'ai fait ma licence vers les années 90, et je pense que M. Ntala est dans cette catégorie aussi, vers fin 80 et 90. Et pendant ces temps-là, on nous disait que tout était foutu, mais on arrive dans ces pays, on étudie au pays, on vient ici, et ici on brille. Même au pays, on a brillé. Est-ce que vous pensez que malgré, en dépit de certaines déficiences de notre système, que les systèmes continuent à fonctionner? Vous montrez très bien qu'il y a du génie chez nous. Malgré les situations difficiles où on a plongé le pays, nos étudiants ont pu survivre. Vous êtes un exemple concret. Et la question est, nous qui avons vécu les deux époques, nous avons vu comment ça s'est dégradé. Donc la question n'est pas sur l'intellect du Congolais. Nous allons bientôt parler des professeurs. On est en train de dire qu'il y a un manque de professeurs terrible et qu'il y a 1800 professeurs pour 600 000 étudiants. Mais nous n'avons pas une carence de professeurs. Les professeurs sont abondamment, mais à l'extérieur, en train de travailler. Et c'est là d'ailleurs la question, comment accroître le personnel enseignant au Congo et renouveler aussi le corps enseignant. Vous établissez la démocratie au pays, la sécurité, la paix, eh bien les gens vont rentrer. Allez voir ce qui s'est passé au Ghana. La démocratie est rentrée, la sécurité est rentrée, tous les intellectuels sont rentrés au Ghana, mais il se passe des miracles en ce moment au Ghana. Monsieur Ntala. Oui, je voudrais d'abord relever ce que professeur Mtwali a dit par rapport à la décadence
de notre système éducatif, je suis tout à fait d'accord que c'est vers les années 80 que le système a commencé à se détériorer dans notre pays. Mais il faudrait lier cette dégradation au manque de financement. Je crois qu'il y a une corrélation entre la chute de notre système et la crise économique ou la mauvaise gestion ou le refus d'investir dans le système éducatif par les gouvernements des années 80. Je me rappelle encore une fois que c'est dans les années, c'est peut-être en 83, 84, que le gouvernement qu'on appelait gouvernement de l'austérité n'avait pas trouvé mieux que pour mieux gérer le pays, il fallait enlever tout ce qu'il y avait comme financement de transport, des logements et des professeurs et des étudiants, si vous vous rappelez bien. Et si je me rappelle bien, c'est à ce moment-là que la situation a commencé à devenir très très difficile, et pour les professeurs et pour les étudiants. Donc, vous avez un problème de financement qui peut changer négativement ou positivement l'environnement de l'apprentissage et de l'enseignement d'un système éducatif. La question fondamentale, c'est ce que je viens d'entendre, c'est que vous avez posé, c'est de savoir si notre pays, notre gouvernement a les moyens de sa politique. Ou si, encore une fois, ils vont attendre que ce soit l'étranger ou les institutions de Bretton Woods et les autres qui vont venir financer notre système éducatif. Mais il faut toujours se rappeler que la main qui donne, c'est celle qui va retirer. Donc nous devons évoluer dans le sens où nous mettons en place des dispositions qui permettraient justement à notre pays de devenir une véritable démocratie. Voilà ce que je voulais souligner à ce sujet-là. Alors, dans les conditions de l'ESSO actuelles, il est difficile d'organiser une bonne recherche, et pour que l'enseignement supérieur et universitaire soit compétitif, il faut qu'on puisse être non pas seulement des consommateurs de la recherche scientifique, mais il faut aussi être producteur de la recherche scientifique. Comment peut-on encourager la recherche scientifique au Congo, Docteur Mwembo? Oh, merci. Pour les recherches, d'abord, c'est une notion nouvelle, ou plutôt étrangère dans nos cultures. Nos cultures sont basées sur les traditions orales qui se répètent, qui restent les mêmes au siècle des siècles. Amen. Mais les recherches, ça veut dire, comme on dit en anglais, les updates. On voudrait rester à la mode, à l'actualité de la situation qui se présente. Encore une fois, quand j'ai lu l'article, quand il parle de recherche, toujours se limite sur l'aspect quantitatif. C'est-à-dire, ils veulent dire qu'il faut produire autant de thèses. Par exemple, 220 selon les normes de l'UNESCO. Oui. Mais ça, c'est bien. Même si on atteint ces quotas, même si on atteint cet objectif, est-ce que c'est ça le but? Moi, je pense que les gens se perdent à faire la différence entre le moyen et la finalité. Quel est le but de recherche? Est-ce que c'est produire les thèses pour les caser dans les tiroirs, ou bien c'est pour améliorer les conditions de vie de la population? Les recherches qui ont déjà faites, par exemple, à l'INERA, sur toutes nos cultures agricoles, sur les animaux, sur le fruit, sur le poisson, est-ce qu'il y a une relation de collaboration entre les chercheurs qui existent, même s'ils sont peu, et les gouvernements? Est-ce que le gouvernement prend en considération les suggestions, les recommandations, les recherches pour les mettre en pratique? Est-ce que même le Parlement, est-ce qu'il se réfère aux travaux qui ont été faits dans le domaine, par exemple, de la science, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de l'anthropologie, pour les introduire dans leurs discussions, ou bien, comme j'ai toujours dit, on se lève et on commence à bavarder, et on applaudit et c'est fini. Voilà, les recherches, c'est bon. Mais à quoi servent les recherches? Pourquoi on n'utilise pas d'abord ce qu'on a?
Je vous assure que si vous allez voir les recherches qui ont été faites à l'INERA ou dans d'autres instituts de recherche dans notre pays, avant la colonisation, pendant la colonisation et après, il y a énormément de choses qui peuvent améliorer les conditions de la vie. Mais les gens qui sont dans la politique, une fois nommés, ils sont comme dans une île, dans un tour d'ivoire. Alors ils gèrent le Congo avec leurs petites idées et on commence seulement à chanter quand il y a une bonne occasion comme les élections ou je n'ai pas une autre occasion, il fait les chanter. C'est très bien de faire des recherches. D'ailleurs, comme vous le savez, ici, les recherches commencent à la maternelle. On donne à un enfant un projet. Par exemple, moi j'ai déjà été invité plusieurs fois dans les écoles maternelles pour parler du Congo, de leur culture, de ce qu'ils mangent, de ce qui est du climat. Donc les enfants apprennent déjà des choses, on développe cet esprit de curiosité, de résoudre le problème, d'esprit critique, de comparaison. Et tout cela s'est intégré dans leur culture. Moi, je pense que le point positif chez nous, quand on parle de réforme, c'est très bien d'intégrer cet esprit de recherche. Mais ce ne sont pas des recherches pour les recherches. Ce sont des recherches pour être utiles à la société. Notre frère, ou bien vous-même, vous avez parlé du budget. Il faut une éducation financière dans les têtes de tous les Congolais, surtout les dirigeants. Quand on a l'argent, c'est pour dépenser à des choses, vous-même, vous voyez ce qui se passe. On achète des souliers de $1000, les chemises de $500, et ainsi de suite. Donc il faut une éducation financière, c'est ça le contenu, c'est ça la qualité de l'éducation. Quand quelqu'un est ministre, il sait comment dépenser $1, comment organiser un budget, comment planifier, comment faire les suivis. Tout cela ne se fait pas. Peut-être que ça se fait, mais une fois on est nommé, on oublie tout complètement. Je suis d'accord qu'il y ait des recherches, qu'on donne énormément d'argent pour les recherches, mais on ne doit pas s'arrêter à produire ces choses pour les produire, mais plutôt pour les appliquer dans la vie. J'ai même observé avec douleur que le professeur Malo qui vient de nous quitter a publié ses derniers articles en 1973. J'étais quand même dérangé par cela. Et un des problèmes que nous avons pour faire la recherche au Congo, c'est ce qu'on appelle le literature review ici, donc la révision de la littérature. Ça présente un sérieux problème aux chercheurs congolais. Ici, par exemple, dans mon programme de doctorat, on exige qu'on puisse citer, dans un travail de réflexion ou pour une dissertation, qu'on puisse citer 80 à 85% des sources bibliographiques datant de moins de 5 ans. Donc, pas plus. Au Congo, pour avoir un ouvrage publié en 2010, c'est déjà un luxe. Comment faire pour que les candidats doctorants, par exemple, soient au courant de la recherche la plus récente dans leur domaine respectif? Docteur Motoli. D'accord, il faut tout de suite rappeler que nous avons de bons chercheurs, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens très intelligents chez nous. Je reprends là où a laissé M. Tala. Effectivement, la question financière a été pour beaucoup dans la dégradation de l'enseignement chez nous. Mais il faut ajouter que cette situation était aussi expressément créée par un gouvernement qui en avait marre des universités qui remettaient son pouvoir en cause. Alors, on a clochardisé l'intellectuel, on a affamé l'étudiant qui partageait son temps entre aller à la bibliothèque et aller chercher à manger. Dans le document qu'on a lu de cette fameuse réunion, on a vu que lui-même, le ministre, a utilisé le terme « survie » en parlant des professeurs. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse des recherches quand on a tout un tas de soucis sociaux à résoudre? Et d'ailleurs, parmi ces soucis, il faut payer les directeurs de mémoire $150. Voilà. Que les ministres trouvent acceptable. Il faut payer $25 pour passer un test. C'est absolument un test pour une famille qui mange à peine une fois par jour. Ça, c'est presque cruel. On fait peser le poids de l'éducation aux victimes même du système. Et puis à la fin, on l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant a fini, ce n'est même pas certain qu'il va trouver du travail, il va aller gonfler les rangs des chômeurs. Alors, l'encouragement ou la motivation du professeur ou de l'étudiant, elle viendra d'où?
Et comme vous voyez là, et laissez-moi terminer pour passer la parole à quelqu'un d'autre, une des solutions serait peut-être d'indexer le salaire du ministre sur celui du professeur. Si le professeur a pour le moment, vous dites, $2000, et à côté, avec des avantages, on n'est pas sûr. Avec les avantages, le ministre a $15 000, eh bien, comment voulez-vous que ce professeur-là soit encouragé à rester dans la classe et pas devenir ministre lui aussi? Et donc, c'est vraiment un problème très sérieux. Et moi, je suis aussi choqué par la qualification du ministre de l'enseignement supérieur, qui est médecin de formation, parce qu'il faut que quelqu'un qui comprend l'enseignement, les tenants et les aboutissants de l'enseignement, je veux dire, qui puisse gérer cette institution. Par exemple, il faut former des cadres universitaires pour éduquer les enfants de l'école primaire. Et c'est une des réformes qu'on peut entreprendre. Maintenant, on ne le fait pas. On continue à exposer ces enfants de l'école primaire aux gens qui ne sont pas suffisamment formés. Monsieur Ntala, vous êtes là en train d'aider d'améliorer la qualité de l'enseignement au Congo à tous les niveaux, à Lubumbashi notamment. Comment vous trouvez les questions qui viennent d'être soulevées par professeur Moitouali et docteur Mwembo? D'abord, je suis d'accord avec le fait que nous n'avons pas la culture de recherche, comme docteur Mwembo l'a dit. C'est une culture que nous devons imprégner dans nos élèves. Mais les outils juridiques que nous avons en place aujourd'hui, et même ceux qui sont en train de le voir aujourd'hui, ne mettent pas les dispositions en place pour instiguer cet esprit de recherche. J'avais lu en son temps, il y a quelques mois, le projet loi cadre, et en analysant ce qu'ils avaient prévu, vous allez voir qu'ils ont prévu l'esprit de recherche, si vous voulez, ou les dispositions pour la recherche seulement au niveau universitaire. Et c'est là que je suis d'accord avec Dr Moutoualé, que ça doit commencer à partir de l'école primaire. C'est à partir de l'école primaire, comme Dr Mwembo l'a dit, qu'il faut apprendre aux enfants à faire des enquêtes, apprendre aux enfants à faire des rapports, apprendre aux enfants à communiquer les résultats de leur enquête. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que il ne faut pas produire, comme Dr Mwembo l'a dit, des thèses pour le plaisir de les produire ou bien pour répondre aux normes des standards internationaux pour dire que notre système marche parce que nous avons produit autant de thèses. Il faut plutôt que cette recherche soit appropriée aux besoins de notre société. Regardez, par exemple, j'ai lu Dr Yong Zhao qui a écrit un livre très intéressant pour comparer comment la recherche scientifique se passe entre la Chine et les États-Unis et pour quel but est-ce qu'ils font ces recherches. Vous allez constater que les pays qui vont continuer à dominer la planète, ce sont les pays qui produisent des thèses et qui appliquent les théories qu'ils ont élaborées dans ces thèses. Voilà. Aujourd'hui, nous avons par exemple la Chine qui est en pleine compétition avec les États-Unis par rapport au nombre de patentes, pas au nombre de thèses, c'est-à-dire les patentes d'invention. Et la Chine déverse 250 000 ingénieurs par an, mais elle produit plus ou moins 20 à 30 000 patentes par an d'invention qu'ils peuvent commercialiser immédiatement. Les États-Unis ne produisent pas autant d'ingénieurs, mais ils ont le nombre le plus élevé d'inventions chaque année. Aussitôt qu'ils ont inventé quelque chose, le lendemain, ils pensent au reverse engineering, ils pensent comment améliorer cette chose-là qu'ils ont inventée aujourd'hui. Aujourd'hui, si je pose la question à Dr Machakou, c'est bien de dire qu'on a très peu de thèses. Parmi ces thèses-là, qui de ce docteur-là a obtenu une patente d'invention? Je voudrais savoir. Mais un système d'éducation qui ne parvient pas à résoudre un problème aussi simple que celui de communication, aussi simple que celui de gestion culinaire pour gagner du temps, comment est-ce qu'on peut inventer une machine qui peut fabriquer, disons, préparer le foufou en moins de 3 secondes, il n'y en a pas.
Ce sont des thèses qui vont aller, comme Dr Mwembo dit, dans les étagères. Il n'y a aucune patente d'invention. Alors, un système qui ne peut pas produire ou répondre aux besoins socio-économiques et même culturels de la nation, c'est un système qu'il faut revoir tout simplement. Donc voilà comment je peux analyser cette situation et dire que nous devons effectivement penser à la réforme globale, non seulement la réforme universitaire, mais aussi la réforme au niveau primaire. Pour répondre à la question de savoir ce que nous faisons à Lubumbashi, je suis d'accord avec vous quand vous avez dit qu'il faudrait penser à réformer, disons, à réformer la formation de nos enseignants de primaire. Et je ne peux pas vous dire combien je suis de fois choqué de voir que nos enseignants ont les problèmes de base. Il y en a qui ont des problèmes de l'écrit, il y en a qui ont le problème de lecture. Comment voulez-vous que cet enseignant puisse aller enseigner les élèves? Il y en a qui n'ont même pas, qui n'ont jamais vu le programme national de l'éducation, ils ne l'ont jamais vu. J'ai posé ces questions pendant ce séminaire. J'ai dit, est-ce que vous savez que nous avons l'édition 2009 de notre projet, de notre loi cadre? Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, je crois les questions fondamentales n'ont pas encore trouvé de réponses. Entre autres, la question que vous avez posée sur la formation des enseignants du primaire. Ce que nous offrons au Katanga, c'est ce qu'on appelle ici la formation continue. On renforce les capacités, mais c'est une solution provisoire. Il faut avoir une réforme structurelle qui intègre la formation de qualité de celui qui va former nos enfants. Il faudrait quitter comment je peux dire, le mindset, le cadre où on veut produire un ingénieur qui peut restituer la matière. Quand vous lui posez des questions sur le processus du cuivre, il peut vous citer comment ça se fait de A à Z, mais il n'a jamais vu le cuivre. Il ne peut pas vous répondre à la question de savoir comment améliorer ce processus pour avoir un cuivre de qualité. Il n'a aucune imagination. Donc, vous voyez, il faut qu'on quitte ce système de bourrage. On va apprendre aux enfants à mémoriser des choses qui sont tout à fait classiques. Il faut apprendre à nos enfants à apprendre. Il faut apprendre à nos enfants à remettre en cause ce que nous avons déjà. Parce que c'est comme ça qu'on invente. On ne peut pas inventer avec ce qui est déjà là. Il faut questionner ce qui est là pour faire des innovations. Et